Bonjour à tout le monde. Je vais être chargée pour cette matinée de faire le surmoi du groupe. Donc je vais vous demander d'abord d'éteindre vos téléphones portables. Et je vais donner la parole au président de notre association Alpas, Albert Sicone. Bien, bonjour. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je suis heureux de vous accueillir pour ce colloque sur le thème « Quelles traces laissent les expériences infantiles ?» Alors, je voudrais commencer par dire que je suis très content d'être ici. D'abord parce qu'on est à Saint-Étienne. Lorsqu'on a eu l'idée de ce colloque, on avait le choix entre Lyon, Paris, le Zénith, le Stade de France. Et on a choisi Saint-Étienne. Et vu le nombre que vous êtes, on a eu raison. Là, les Stéphanois sont censés faire du bruit. Voilà. Donc, vous confirmez qu'il y a beaucoup de Stéphanois parmi vous. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent de loin, voire de l'étranger. Et je regrette que nous n'ayons pas pu accueillir tous ceux qu'ils souhaitaient. Nous avons dû refuser de très nombreuses demandes. Nous avons pu réserver une salle avec une vidéoprojection, et je salue les participants qui sont dans cette salle, mais nous n'avons malheureusement pas pu aller au-delà. Je vous remercie pour votre présence et je suis profondément désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir de place. Je suis content aussi parce que tous les intervenants sont des amis, et je les remercie d'avoir accepté de participer à ce colloque fondateur et inaugural. Fondateur et inaugural parce qu'il est le premier organisé par une jeune association, Alpas, créée récemment, mais dont la création fait suite à une dizaine d'années déjà d'activité. Pour la présenter très rapidement, je dirais que deux idées fortes soutiennent la conception de la psychanalyse et du soin psychique au sein d'Alpas. La première idée consiste à dire que l'expérience clinique auprès de l'enfant, auprès du jeune enfant, auprès du bébé est fondamentale pour une formation à la psychanalyse et une pratique de soins psychiques, quels que soient les dispositifs de soins et quel que soit l'âge des sujets auxquels ceux-ci s'adressent. L'inconscient, c'est l'infantile en nous, écrivait Freud. Et c'est toujours cet infantile qui est le lieu de la souffrance psychique à laquelle s'adresse la psychanalyse comme toute pratique de soins qui s'y réfère. Il est ainsi évident que la connaissance de l'enfant est un préalable à la compréhension de l'infantile en chacun, autrement dit de l'enfant resté vivant en chaque sujet. Je dis souvent qu'un praticien qui a l'habitude des enfants peut sans problème s'occuper d'adultes. L'inverse n'est pas vrai. C'est non seulement l'enfant, mais aussi le bébé qui est au fondement de la vie psychique inconsciente. C'est pourquoi la formation à la psychanalyse suppose une connaissance du bébé, de sa vie émotionnelle, de son rapport au monde, des conditions de son développement psychique. La deuxième idée forte, qui fonde l'existence et les activités d'Alpas, consiste à dire que la psychanalyse est ouverte et utile pour toutes les pratiques et sur tous les terrains du soin psychique. Cela est important à défendre, à démontrer, à l'heure où les pressions sociales et politiques, en appui sur des discours dominants scientistes, positivistes, économistes et idéologiques, tentent de disqualifier, voire parfois d'éradiquer l'approche psychanalytique. Mais cela suppose que la psychanalyse soit pour de vrai ouverte. Cela suppose que, pour de vrai, la psychanalyse s'ajuste, d'une part, aux problématiques des sujets dans leur singularité, et d'autre part, au contexte de soins, aux contraintes des pratiques, aux réalités sociales. C'est à ces conditions qu'elle peut apporter une aide et des éléments de compréhension précieux pour toute forme de relation de soins. Alors vous pourrez trouver sur notre site, si cela vous intéresse, l'ensemble de la formation et des activités organisées par Alpas, notre site qui sera en ligne à partir de lundi. Et la thématique du colloque d'aujourd'hui est évidemment directement issue de ces idées fondatrices et au cœur des préoccupations qui animent toutes ces activités.
Tous les intervenants que vous allez entendre participent ou ont participé à nos activités et à la formation dispensée par Alpas. Tous ont animé des séminaires et je les remercie de cette collaboration. D'autres intervenants n'ont pas pu être là. J'ai une pensée particulière pour José Luis Goyena, qui nous a quittés il y a quelques années et dont les séminaires étaient particulièrement appréciés. Il venait de Paris avant de s'installer à Londres. D'autres collaborent ou ont collaboré avec nous, et je les remercie aussi, Dominique Touret de Lyon, Odile Gaverio de Lorient, Salomon Resnick de Venise et Paris, Rémi Puyello de Toulouse. Ce colloque n'étant que le premier d'une longue série, ils auront l'occasion de participer à d'autres manifestations. Ce colloque n'aurait pas pu exister sans l'aide précieuse de nos amis du Cercle 2607, Centre d'études et de recherche clinique Drôme-Ardèche, et je remercie chaleureusement Brigitte Blanquet, Séverine Juban, Claude Georges de leur soutien constant et de leurs conseils précieux. Je remercie bien sûr de leur engagement mes amis et complices d'Alpas, qui se sont lancés dans cette aventure sans compter les heures de travail. Et je peux dire qu'ils sont maintenant non seulement experts en psychopathologie et en psychanalyse, mais aussi experts en événementiel. Ils sont capables, par exemple, de calculer au décilitre près le nombre de mètres cubes d'eau qu'il faut pour servir 1000 personnes en café, en faisant des calculs de probabilité, bien sûr, qui prennent en compte le pourcentage statistique de caféinomanes dans différentes catégories de population. Ils sont maintenant parfaitement au point pour le prochain colloque. Je remercie tous ceux qui ont pris en charge l'organisation de ce colloque, tous les nombreux bénévoles qui nous aident, qui vous ont accueillis et qui vous guideront tout au long de cette journée. Merci aux techniciens, merci à Sophie et Éline qui se sont chargés des visuels, de la com, comme on dit, et notamment du site que vous pourrez découvrir et parcourir si vous le souhaitez. Je remercie aussi les institutions de la région qui ont permis que leur personnel assiste à ce colloque. Je sais que certains services ont fermé, au CHU de Saint-Étienne par exemple, il en est de même d'autres institutions, pour que les professionnels, les équipes puissent être ici. Et un grand merci à elles. Alors quelques mots maintenant sur la thématique qui nous réunit et que j'ai déjà évoquée. Non seulement les expériences infantiles laissent des traces, ce dont nous allons débattre, mais on peut dire aussi qu'on ne se sépare jamais de l'enfant en soi. L'enfant cohabite avec l'adulte que nous sommes devenus. Et à côté de l'adulte qui vit dans le monde, il y a toujours l'enfant qui continue de regarder le monde, qui continue d'interpréter le monde avec ses yeux d'enfant. Quelle est cette part infantile? De quoi est fait cet infantile? Toujours là, toujours vivant. L'importance de l'infantile a bien sûr été mise en évidence par la psychanalyse, et Freud faisait même de l'infantile l'équivalent de l'inconscient, je le rappelais à l'instant. Mélanie Klein a souligné la manière dont les expériences infantiles persistent chez l'adulte et dont le monde adulte plonge ses racines dans l'enfance. Un article s'intitule justement « Les racines infantiles du monde adulte ». Cet infantile est constitué des expériences de l'enfance, mais surtout de la manière dont ces expériences ont laissé des traces, se sont imprimées et de leur rémanence. Il s'agit d'expériences dont on pourrait avoir le souvenir, ce qui est potentiellement le cas des expériences au-delà globalement de 2 ans, de l'âge de 2 ans, âge de l'évocation possible de souvenirs. Mais l'infantile est aussi et surtout fait d'expériences qui laissent des traces, non pas en termes de souvenirs évocables, mais sous forme de traces sensorielles, émotionnelles, affectives. Didier Houzel, par exemple, va nous parler des souvenirs sous forme d'éprouvés corporels, en reprenant le terme de « memories in feeling » de Mélanie Klein. Et ces traces concernent l'infantile jusqu'aux périodes les plus anciennes, les plus précoces, jusqu'aux expériences bébés, voire aux expériences fœtus. Pierre de Lion évoquera les traces fœtales, Simone Korfsos parlera des expériences prénatales dont rendent compte certains artistes. Par ailleurs, si cet infantile est fait d'expériences heureuses, de bonheur, de plaisir, il est surtout fait d'expériences malheureuses, de douleurs, de traumatismes, de souffrances. En effet, on se souvient toujours davantage des douleurs que des plaisirs. Et cela est vrai pour les traces après le langage, comme pour les traces en deçà du langage. Par exemple, on emploie un terme pour désigner les éléments psychiques les plus précoces, les premières formes de pensée, plus proches d'éprouvés corporels que d'images et évidemment de mots. C'est le terme de pictogramme, que l'on doit à Pierrat Aulagnier, que vous connaissez peut-être.
On dit que les premières pensées, les premiers éléments psychiques chez le bébé sont des pictogrammes. Or, comme le rappelle Salomon Resnick, pictum, en latin, désigne un instrument qui est utilisé pour blesser ou laisser la marque d'une perception violente. Plus tard, cela devient un burin qui inscrit par incision dans la pierre. Autrement dit, les empreintes de la vie, à l'origine de la mémoire, sont difficiles à différencier des premières blessures. Il y a des douleurs d'enfant, des peurs d'enfant qui persistent toute la vie. Même si on sait qu'elles remontent à l'époque infantile, même si l'adulte qu'on est les a dépassées, elles peuvent être toujours là de façon plus ou moins discrète, secrète, plus ou moins inconsciente, et être réveillées dès qu'un moindre détail les rappelle. On peut donc délimiter l'infantile depuis les zones les plus archaïques, les expériences bébés, voire fœtus, jusqu'au niveau adolescent du fonctionnement psychique. On peut dire ainsi qu'il y a un infantile archaïque, un infantile bébé, un infantile oedipien et un infantile préadolescent. Et tous ces aspects cohabitent. Et il est toujours important, lorsqu'on écoute quelqu'un, dans un travail de soins psychiques, bien sûr, pas dans la vie quotidienne, de toujours se demander qui parle. Lorsque cette personne exprime une douleur, une souffrance, ou bien témoigne de sa manière de se protéger de la souffrance. Est-ce que c'est l'adulte qui parle, l'enfant qui parle, le bébé qui parle, l'adolescent ? Et certains peuvent nommer facilement la part de soi qui s'exprime. Un patient, par exemple, qui a des crises de boulimie, montre son ventre et me dit avec humour « c'est que le petit bonhomme là-dedans, il faut qu'il bouffe ». Impossible de le retenir, la nourriture l'appelle. Quand il voit de la nourriture, il doit tout avaler. On voit que la boulimie parle de son avidité infantile, qu'il projette sur la nourriture, qu'il vit comme un appel de la nourriture, un appel avide de l'autre, à l'enfant qui est en lui. Par ailleurs, l'infantile en général fait référence à deux ordres d'expériences. D'une part, des expériences de dépendance, de détresse, de vulnérabilité, de souffrance dues à l'impuissance. D'autre part, des expériences défensives, à l'origine des attitudes et des illusions d'omnipotence. La toute-puissance, l'illusion de toute-puissance, l'illusion que l'on est plus fort que la réalité, que l'on n'a pas besoin de se soumettre aux exigences de la réalité, est une croyance infantile, une caractéristique infantile. Et ce second type d'expérience vise à chasser les premières, la toute-puissance infantile est l'effet d'un gonflement narcissique qui cherche toujours à faire taire la douleur d'une détresse infantile. Cette partie narcissique peut être particulièrement destructrice, sadique, tyrannique, à l'égard du soi infantile dépendant, à l'égard de l'enfant ou du bébé dépendant à l'intérieur du soi. On peut faire taire de façon tyrannique toute douleur, toute éprouvée de détresse, en développant un soi omnipotent, insensible. Et il est important de distinguer ces deux aspects du soin infantile et de ne pas prendre l'un pour l'autre. Le soin, par exemple, consistera toujours à chercher le contact avec l'enfant en détresse et à repérer les manœuvres du bébé omnipotent. Alors pourquoi est-il essentiel de tenir compte de cet aspect infantile, de l'enfant en soi ? Cette prise en compte est primordiale lorsqu'on a un soignant du psychisme, mais aussi un parent, un éducateur, un enseignant, c'est-à-dire un praticien dont l'activité consiste à aider quelqu'un à grandir, à apprendre le monde, à modifier, à améliorer son contact avec la réalité. Pourquoi ? Eh bien parce que les souffrances les plus douloureuses, les plus désorganisatrices sont toujours celles de l'enfant en soi. La souffrance psychique la plus intolérable est toujours celle éprouvée par la partie infantile du soi. La souffrance de l'adulte n'est jamais la plus désorganisatrice, même si elle est violente, douloureuse. Elle touche des parties matures qui peuvent utiliser des ressources adaptatives. C'est la souffrance infantile qui est la plus scandaleuse, la plus désorganisatrice, la plus insupportable. Chaque fois que quelqu'un souffre et que cette souffrance le déborde, cela signifie qu'elle touche des zones infantiles du soi. Par ailleurs, considérer que les expériences précoces sont au cœur de la souffrance humaine et de toutes ses formes de détresse suppose de bien penser l'infantile comme toujours actuel et non pas comme une seule relique du passé. L'infantile appartient au présent du sujet. Il se laisse saisir et entendre, non seulement dans le retour d'expériences passées, mais dans le présent d'expériences actuelles. Autrement dit, l'infantile ne renvoie pas seulement à une époque ancienne, mais correspond à la manière dont l'enfant, toujours vivant en soi, à l'intérieur de chacun, voit le monde, interprète les expériences, et à la manière dont il souffre et se protège de cette souffrance.
Cela est très important à comprendre. Et cela a des incidences sur, par exemple, la façon dont on considère ce qu'on appelle le transfert, dont parlera en particulier Alain Ferrand. Transfert qui œuvre dans toute interrelation humaine, qui n'appartient pas seulement au champ de la psychanalyse. On est tout le temps en train de transférer dès qu'on est en lien avec quelqu'un. Je rappelle toujours la définition que donne un psychanalyste que j'aime beaucoup, Donald Meltzer, du transfert, parce que je la trouve particulièrement pertinente. Les phénomènes de transfert ne sont pas des rappels de reliques du passé, ils sont des extériorisations du présent immédiat de la situation interne. Ces objets du présent immédiat du monde interne peuvent bien sûr revêtir des qualités infantiles, qui connotent l'aspect passé de ces éprouvés immédiats. Mais cette précision est importante, car interpréter le transfert, comme on dit, en renvoyant le sujet à son passé, peut être une manière défensive de ne pas entendre ce qu'il nous adresse dans le présent, et peut faire vivre un sentiment d'abandon et de solitude. Prendre en compte l'infantile des sujets dont on s'occupe, dont on se préoccupe, cela suppose d'être soi-même suffisamment en contact avec l'infantile en soi. C'est la condition pour pouvoir s'identifier à l'infantile en l'autre et le comprendre. S'identifier sans se mettre à sa place. C'est en effet là l'équilibre toujours précaire et incertain de la position soignante. On ne peut rien pour quelqu'un si on ne peut pas s'identifier à lui. Et en même temps, si on met du soi entre soi et l'autre, on ne peut rien non plus, car ce que l'on comprend de l'autre vaut pour soi, pas forcément pour l'autre. C'est là l'un des paradoxes de la position soignante. La nécessité d'être en contact avec l'infantile, en soi, concerne les soignants, tout comme les éducateurs, les pédagogues, et tout comme les parents. L'expérience de devenir parent est évidemment tout à fait propice à réveiller l'enfant en soi, le bébé en soi. Quand on devient parent, le bébé réel, l'enfant réel, va rappeler nos expériences infantiles. Et on sait que l'un des enjeux de la parentalité est pour chaque parent de réparer son histoire infantile. Cela est toujours vrai. Mais lorsque cette exigence est trop forte, l'identité de l'enfant peut être capturée, aliénée à une telle mission impossible. Et si on n'est pas suffisamment en contact avec l'enfant en soi et avec l'enfant réel, ou les besoins infantiles de ceux dont on s'occupe, eh bien on peut passer sa vie à essayer de réparer ces blessures infantiles en restant sourd et aveugle aux besoins de ceux qui nous entourent et dont on a la charge. Alors comment s'exprime cet enfant toujours vivant en soi? Comment se révèlent les traces de l'infantile? L'infantile en soi, l'enfant dans tout sujet, s'exprime bien sûr à travers les éprouvés, émotionnels, affectifs, la façon d'être affecté, d'être marqué, touché par les différentes expériences que l'on vit. Ces traces d'expérience infantile se révèlent en particulier par les souffrances, je le disais. Lorsque la souffrance psychique déborde, lorsqu'elle est insupportable, indépassable, c'est qu'elle touche des zones infantiles à l'intérieur du soi, elle touche l'enfant en soi, voire le bébé en soi. L'infantile s'exprime aussi par le corps, la corporéité, les postures, les façons de se tenir, de se porter. On peut parfois, en observant la façon dont quelqu'un se tient dans son corps, voir l'enfant qu'il a été et qu'il est encore. Souvent, on voit l'enfant mal tenu, mal porté, qui n'est pas en sécurité à l'intérieur de lui, comme s'il n'avait pas été en sécurité dans les bras parentaux, dans l'attention parentale qu'il a eue, ou plutôt qu'il n'a pas eue. La posture, le corps racontent quelque chose de l'enfant que l'on a été et que l'on continue d'être. L'infantile s'exprime à travers les défenses par lesquelles on se protège des souffrances psychiques. Les défenses infantiles, celles de l'enfant comme celles du bébé, laissent des traces, se retrouvent dans la façon dont l'adulte que le sujet est devenu se protège de la douleur. Didier Houzel évoquera le devenir de certaines défenses autistiques. Pierre de Lion parlera des angoisses archaïques, mais aussi des défenses archaïques contre ces angoisses, qu'on peut observer bien après l'état de bébé. L'enfant en soi s'exprime aussi à travers les rêves, les symptômes, la psychopathologie. On peut même dire de la psychopathologie en général que si elle trouve ses sources dans l'histoire infantile, voire dans la préhistoire du sujet, elle correspond quasiment toujours à l'expression de l'infantile. Je parle de préhistoire et André Carrel évoquera la manière dont l'infantile est chargé des histoires de générations antérieures, de la manière dont l'infantile est marqué par le générationnel. Bref, l'infantile s'exprime sur toutes les scènes où s'exprime l'inconscient.
Je vais donner juste 2 très brèves illustrations, non seulement de l'expression de l'infantile, mais surtout de la cohabitation de l'enfant et de l'adulte. Le premier exemple est issu d'une interview télévisée récente que tout le monde a pu voir et entendre, d'un humoriste célèbre. Il s'agit d'Elie Moon. L'humoriste raconte que sa mère est décédée lorsqu'il était enfant. Je crois qu'il avait 4 ou 5 ans. Il explique qu'il faisait le clown, qu'il utilisait l'humour pour maintenir en vie son entourage, pour le réanimer. Et on peut ajouter peut-être pour se maintenir en vie lui-même, pour réanimer sa mère à l'intérieur de lui. Puis il raconte qu'il était persuadé enfant qu'il reverrait sa mère. C'est ce qu'on lui disait, tu la reverras, et il y croyait. Il dit ensuite qu'il n'a toujours pas fait le deuil. Je ne suis pas fou, je sais bien qu'elle est décédée, ajoute-t-il. L'adulte n'est pas fou, il est conscient de la réalité. C'est la partie enfant qui n'a pas fait le deuil. Cet humoriste explique ensuite qu'il ne veut jamais voir son public. Quand il donne un spectacle, le public doit toujours être dans le noir. Et pourquoi cela ? Parce qu'il a toujours l'illusion et la crainte que sa mère pourrait apparaître au fond de la salle. On voit comment l'adulte, conscient, cohabite avec l'enfant, toujours vivant. Autre exemple où l'on voit comment cohabitent l'adulte et l'enfant, dans la narration d'un rêve. Les rêves sont évidemment porteurs de métaphorisation et de figuration issues des éprouvés de l'infantile. Par exemple, un patient arrive et raconte un rêve de catastrophe. Il est question d'un tsunami. Il est sur une plage, un tsunami dévaste tout, le patient se noie. Il ne sait pas pourquoi il a fait ce rêve. Il associe avec des scènes d'enfance où il allait à la piscine avec sa mère, il ne savait pas nager, etc. Puis il dit « mais en fait, je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler d'autre chose, ça n'a rien à voir ». Évidemment, quand quelqu'un dit « ça n'a rien à voir », on tend l'oreille. Et ce qu'il va dire a évidemment à voir avec ce dont il parle. Une expérience infantile, une angoisse infantile, archaïque. Et il raconte qu'il a un problème professionnel, il a un dossier difficile qui l'angoisse beaucoup. Il n'est pas compétent, alors il se sent mal. Mais il gère, dit-il, il a pris une journée pour se former, pour pouvoir traiter ce dossier, etc., etc. On voit donc que l'adulte souffre. Il est angoissé, mais il a des ressources, il peut gérer plus ou moins bien. Par contre, la nuit, quand l'adulte dort, le petit enfant, lui, continue d'interpréter le monde, de métaphoriser ses éprouvés. Et pour lui, un problème professionnel, un sentiment d'incompétence, c'est une catastrophe. C'est un tsunami, il va se noyer, comme un bébé vulnérable sans défense. Voilà encore comment cohabitent chez un sujet l'adulte et l'enfant, ou le bébé, comment chacun métaphorise simultanément les expériences vécues par le sujet. Alors, j'ai essentiellement parlé de la douleur, de la souffrance. Ce sont les expériences les plus douloureuses qui laissent le plus de traces, qui forgent notre personnalité. Mais les aspects infantiles sont aussi ceux qui continuent de jouer, ceux grâce auxquels et par lesquels on peut encore jouer, être dans un monde ludique. J'ai donné l'exemple d'un humoriste dont l'humour avait été et était encore une manière de transformer les expériences traumatiques. On sait comment l'enfant, comme le bébé, sont capables, par le jeu, de dépasser des expériences désagréables, douloureuses. Notre moi ludique, comme le nomme Salomon Resnick, dont je parlais tout à l'heure, est un aspect infantile essentiel à la vie. Le jeu, l'humour sont des façons extrêmement importantes et pertinentes par lesquelles on peut transformer les difficultés, les obstacles, les échecs. Et par lesquelles on peut tout simplement apprendre, grandir. Asha Phillips va parler de l'importance du ludique dans les communications précoces. On peut aussi, par le jeu, apprendre à quelqu'un à grandir. Exercer l'autorité, la parentalité, dire la loi, imposer les interdits, etc. Chaque fois que l'on peut faire cela avec humour, par le jeu, les effets sont bien plus bénéfiques. Et tout apprentissage devrait se faire d'abord et avant tout par le jeu, et non pas par le forçage. Et il en est de même du travail thérapeutique, qui consiste à jouer, qui consiste à mettre du jeu dans les rouages des destins tragiques. Il est extrêmement important pour les éducateurs, comme pour les soignants, d'être en contact avec leur moi ludique et de le développer. L'humour est un excellent signe de bonne santé mentale. Au jeu, on peut ajouter la créativité en général, celle de l'artiste, nous verrons cela avec Simone Corfsos, avec Alain Ferrand, mais aussi la créativité de tout un chacun. S'il y a toujours un enfant
toujours vivant à l'intérieur de tout un chacun, on peut dire qu'il y a aussi un parent qui s'occupe plus ou moins bien de cet enfant. Tout sujet a non seulement une part infantile, mais aussi une parentalité interne qui prend soin de l'enfant en lui. Cette parentalité interne concerne tout le monde. Et on peut dire que la bonne santé mentale, encore, consiste entre autres à pouvoir prendre soin de ses propres aspects infantiles, de ses besoins infantiles, tout comme aussi des besoins infantiles des personnes dont on a la charge, dont on se préoccupe. Cette notion s'applique ainsi non seulement aux parents, mais aussi aux soignants, à l'éducateur, aux pédagogues, aux formateurs, à tous ceux qui ont en charge les aspects et besoins infantiles d'un autre, enfant ou adulte, et qui l'aident à grandir. Cette notion s'applique encore à un groupe, une institution. On peut considérer la parentalité groupale d'une équipe, la parentalité institutionnelle d'une institution, voire la parentalité sociale, politique de tout groupe humain. Et celles-ci peuvent être plus ou moins structurantes ou plus ou moins défaillantes. La manière dont Pierre de Lion, par exemple, parle de la fonction phorique, sémaphorique, métaphorique des soignants et de l'institution, et il nous en dira quelques mots. Et c'est là une autre manière d'envisager la fonction contenante, transformatrice, que Didier Houzel reprend aussi à sa façon, me semble bien décrire les caractéristiques de cette parentalité soignante et institutionnelle. De même que la façon dont André Carrel décrit le processus d'autorité, protecteur et tempéré, il nous en parlera aussi, et qui peut s'appliquer, me semble-t-il, à toute position parentale et soignante. Pour grandir, on peut dire qu'il faut, d'une part, pouvoir intérioriser une parentalité structurante. Cela suppose évidemment que le sujet l'ait préalablement rencontré suffisamment au dehors. Avoir à l'intérieur de soi une parentalité qui s'occupe de l'enfant qu'on est toujours est plus facile si on a connu soi-même, pour de vrai, des parents qui se sont occupés de nous, qui ont été cohérents, protecteurs, consolateurs. Dans le cas contraire, eh bien, on pourra avoir tendance à se maltraiter, comme on a été maltraité par ses propres parents. Grandir, apprendre, suppose d'autre part un processus de croissance interne. Et je disais tout à l'heure qu'on le retrouve dans les expériences infantiles, à la fois celles qui relèvent de la dépendance, de la détresse, de l'impuissance, et celles qui relèvent de la toute-puissance, du gonflement narcissique, de l'illusion d'indépendance. On peut dire que si la croissance, avec les douleurs, les renoncements, les transformations, les deuils inévitables, suppose et participe à la construction d'une parentalité interne structurante et d'une position adulte, le gonflement omnipotent du narcissisme infantile, par contre, donnera, lui, au sujet, un aspect frauduleusement adulte. Une parentalité cohérente, structurante, dans la réalité externe comme dans le monde interne, suppose et repose sur une distinction claire entre les aspects adultes et les aspects infantiles, entre les prérogatives adultes, parentales, et les prérogatives infantiles, à l'extérieur, puis à l'intérieur, dans le monde interne. Distinction qui garantit une organisation familiale, pourrait-on dire, interne et externe, au service de la protection et de la croissance des aspects infantiles. Lorsque cette organisation familiale n'est pas constituée, eh bien, c'est la hiérarchie qui tient lieu d'organisation, qui tient lieu de différenciation. C'est le chef qui prend la place de l'adulte en position parentale, avec toutes les logiques tyranniques qu'une telle hiérarchie va promouvoir et qui sont antidéveloppementales. En effet, chaque fois que la hiérarchie prend la place d'une organisation familiale, basée sur la distinction entre prérogatives parentales et prérogatives infantiles, on est dans une logique de tyrannie et soumission, comme le disait très bien Donald Meltzer, que j'évoquais tout à l'heure. Logique qui est antidéveloppementale, qui s'oppose à la croissance mentale. Et on peut dire qu'une telle conjoncture se retrouve communément dans un certain nombre de familles et dans beaucoup d'institutions. Les familles organisées sur un mode hiérarchique et tyrannique ressemblent davantage à un groupe ou une bande d'enfants qu'à une famille. Le parent est un chef puissant et impuissant en même temps, et non pas un adulte en contact avec la réalité. C'est un enfant qui fait l'adulte. C'est là la face omnipotente de l'infantile. Si le parent, comme le soignant ou l'éducateur, dispose d'une famille interne cohérente, ils pourront mobiliser différentes identifications, parentales et infantiles. Ils pourront s'identifier à l'enfant, au patient et à ses aspects infantiles. Ils pourront comprendre les douleurs et souffrances anciennes mais toujours actuelles et assurer leur travail de soins, leur travail d'aide, d'accompagnement, des processus de croissance chez les enfants et les patients dont ils ont la responsabilité.
Dans le cas contraire, c'est une organisation hiérarchique qui dictera les conditions et les termes des praxis. Le parent fera le père, fera la mère, le soignant fera le psychologue, fera le psychanalyste, le praticien fera l'éducateur, l'enseignant, déployant et s'agrippant à une identité, fruit d'un gonflement du narcissisme infantile, plus que d'un processus de croissance. Il y a une différence entre faire le soignant, faire l'éducateur, et être soignant, être éducateur. Et j'espère que les travaux de ce colloque vont nous aider à repérer les traces des expériences infantiles et à affiner la distinction entre une parentalité adulte et une pseudo-parentalité, effet de la toute-puissance infantile. Cela pour nous aider dans la recherche d'une position soignante, d'une position éducative, d'une position parentale, toujours instable, toujours à construire et à reconstruire, position à partir de laquelle on peut approcher, comprendre et aider l'enfant en soi, comme l'enfant à l'intérieur des sujets dont on se préoccupe, et qui espèrent trouver un lieu d'accueil pour leur souffrance infantile, souffrance pas toujours suffisamment consolée, tempérée, apaisée, et qui ont laissé des traces à l'origine des tourments présents qui les harcèlent. Voilà, je nous souhaite une bonne journée de travail, créatif, et je vais passer la parole à Audrey Andrès. Audrey, qui est psychologue, qui fait partie des membres fondateurs d'Alpas, qui vient directement de Toulon et qui va présider cette matinée de travail. Merci pour votre écoute et votre attention.